Salut ma bichette. Salut, Bon, on va pas faire semblant, on va pas faire genre on se connaît pas. c'est vrai. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, Ben merci merci. beaucoup. Franchement, merci d'avoir accepté cette invitation parce que je me suis dit, j'aimerais bien accueillir Anso sur mon podcast pour parler du succès et je pense que cette conversation va être chouette. Déjà, pour commencer, est-ce que tu te rappelles, j'aime bien poser cette question, ligne 4, je pense. Euh, Est-ce que tu te rappelles comment on s'est rencontrés toutes les deux? Bien sûr, parce que comme je sais que tu poses cette question, j'ai cherché avant de venir. Quelle tricheuse! Alors, je précise qu'Anso est une sacrée perfectionniste et que ça m'étonne tellement pas qu'elle ait allé chercher la réponse. J'ai remonté tout mon fil Instagram depuis. Et ben, c'était il y a longtemps, figure-toi, Ouais. plusieurs années. Et après, effectivement, ça m'est revenu. Euh, on s'est rencontrés globalement sur quelque part sur Instagram en se suivant mutuellement, plus ou moins. C'était ça la base. Mais comment est-ce que vraiment on a pris contact? J'ai le souvenir que tu m'as envoyé un message sur Insta, un vocal. Je sortais de la poste. J'ai très très bien la scène dans ma tête. Et où tu me dis, ah, je vois que tu commandes souvent, tu mets souvent des likes. Et je voulais te dire que je te vois, je te remercie, ça me touche beaucoup. Et je te le dépose là, je sais pas trop si tu auras envie de répondre ou pas, mais voilà, j'avais à cœur de te remercier. Et je m'étais dit, ah, c'est drôlement sympa quand même, cette prise de contact. Et ça doit être la première fois où on s'est parlé à ce moment-là. Trop On s'est parlé de mignon. vive voix, en tout cas. Ouais. Et c'était il y a combien de temps, tu dirais? 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. J'ai plus la date précise, mais c'est quelque chose par là. Yes. Mm. Moi, je me rappelle que je te connaissais de nom parce que c'est Sephora qui m'avait parlé de toi. Parce que vous travaillez avec Laurie toutes les deux déjà à cette époque-là. Mais je crois qu'elle te connaissait pas très très bien à ce moment-là. Et je pense que je te suivais sur les réseaux. Je pense qu'on est un petit groupe de meufs comme ça. On a commencé un peu toutes la même année. Donc même si on se suivait pas les unes les autres, on savait très bien qui était qui et qui faisait quoi. En tout Ouais, cas, exactement. ouais, moi c'est un peu ma perception même aujourd'hui, hein. Il y a des entrepreneurs que je ne suis pas, mais qui, je sais, ont commencé vers 2020 comme moi quand je me suis lancée et que je sais qui c'est, je sais, elle connaît qui dans mes amis, elle travaille avec qui, mais je les suis pas particulièrement. Mais voilà, je vois qui c'est. Voilà, c'est un peu Et ce d'ailleurs, tu sais feeling. qu'on s'était croisés sans le savoir et sans se connaître dans la première formation HD que moi j'ai faite et que toi, tu as faite aussi, je crois. Ça, je crois que c'était 2021. Ouais, 2021, je me suis formée au HD, la toute première formation. Mm. Et après, moi, j'étais souvent en replay, mais par contre, j'étais assez active Dans le groupe dans le Facebook. groupe Facebook, ouais. Mais je me rappelle de ta tête sur la petite image. Voilà. Comme quoi, voilà, en fait, le fait de partager, de poser des questions, ça contribue à votre visibilité. C'est un autre moyen d'être visible. Exactement. Donc, trop bien pour l'intro. Ce que j'avais envie d'aborder avec toi, c'est ta vision du succès, Ouais. euh, de quand tu étais salarié, de quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et ta vision d'aujourd'hui. Et pour entrer dans cette matière-là, je pense qu'il serait bien à propos que tu me dises comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît absolument pas. Tu lui dirais quoi aujourd'hui avec ton niveau de conscience d'aujourd'hui? Je crois que je dirais très simplement que je ne mettrai pas d'étiquette en me présentant. Probablement, je donnerai mon prénom, mais je dirais simplement que je crois que je suis une grande enquêtrice du bonheur et de la vie. Et j'expérimente, j'essaye, je cherche, je creuse. Je vais voir tout ce que je peux trouver pour comment est-ce qu'on peut vivre encore plus heureux, encore plus plein de bonheur, tu vois, toutes ces choses-là. C'est vraiment un truc aujourd'hui qui m'inspire beaucoup de comment je peux me sentir vivante dans ma vie. Ouais. Est-ce que tu as conscience que si tu dis ça à un moldu, il va te prendre pour une meuf complètement de Lulu et qui vient d'une autre planète? Ouais, probablement. Bah, et je sais pas quoi lui dire d'autre, tu Ouais. vois, parce que dans le fond, je crois que c'est ce que l'humain recherche en général, mais effectivement, et ça en revient et ça va venir sur la conversation, je pense, c'est un luxe de pouvoir se poser ce genre de questions, et c'est probablement parce que je me les suis pas posées avant et que j'étais plus à bâtir, à construire
sous une autre forme, qu'aujourd'hui, j'ai ce privilège-là de me poser ces questions-là. Et je le trouve merveilleux, ce privilège, parce que c'est aussi celui qui permet de pouvoir le transmettre à des personnes qui n'ont pas l'espace de pouvoir se poser des questions et de leur apporter des raccourcis. Donc je le prends ouais, comme un privilège, mais je le prends aussi comme un honneur et presque comme une mission. Ok. Donc aujourd'hui, tu te présenterais pas comme étant maman, mariée. Bah, Ça ça te fait viendrait partie de pas. ma vie, si tu veux, Ouais. ça fait partie de mon environnement, mais et puis après, tu sais, tout dépend du contexte dans lequel tu te présentes. Ouais. Effectivement, si tu te présentes à la sortie de l'école avec d'autres mamans, bon bah oui, alors je suis la maman d'un tel, oui, ben moi j'ai une grande qui est au collège. Tu vois, en fonction du contexte, tu vas te présenter différemment. Si tu es dans un contexte avec plein d'entrepreneurs, tu sais que le contexte a un prérequis qui est, OK, c'est quoi ta boîte? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu offres comme service? Si, si c'est un groupe d'amis, tu vois, en fonction de là où tu les rencontres, si c'est des gens qui adorent la musique, peut-être que tu vas te présenter sous la forme de musique que t'aimes. Donc, je trouve que ouais, c'est assez caméléon la présentation. Ouais. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais effectivement, si dans le fort intérieur, ce qu'il y a derrière, c'est plus la présentation que je t'ai donnée. En tout cas, c'est celle qui, moi, guide ma vie et c'est ce que je trouve que ma vie démontre le plus. Ouais. Hyper chouette. Et aujourd'hui, toi, tu es accompagnante. Je ne sais pas si tu te définis comme coach, comme mentor, coach business, coach mindset. Ouais, c'est un peu tout ça mélangé. Tu vois, il n'y a pas Ouais. vraiment de nom. J'ai décrété qu'il n'y avait pas de nom adapté. Alors, je sais que les gens ont besoin quand même d'une petite étiquette pour pouvoir un peu me mettre dans une case et c'est normal. Donc, quand même, globalement, je vais plutôt dire que je suis coach. Mais effectivement, dans ma façon de coacher, j'apporte beaucoup de mentorat aussi. Et pas forcément que du mentorat business, mais du mentorat plutôt de comment est-ce que je peux guider ma pensée pour pouvoir bah, m'autoriser des choses ou pour pouvoir vivre des choses. Euh, Pas mal de pédagogie aussi dans ma Mhm. façon de coacher, où je vais apporter pas mal d'éléments pour aider les gens à comprendre, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre certaines mécaniques. Ça m'a permis de prendre en autonomie, en indépendance, en liberté intérieure aussi. Donc, je vais apporter pas mal de pédagogie. Donc, il y a un peu tout ça qui se mélange. Effectivement, je vais plus facilement dire je suis coach, mais dans l'ensemble, on est plutôt sur une espèce de mix général de plein de choses différentes qui fait que du coup, bah, c'est ma propre patte, je pense. Et voilà. Ouais. T'aurais dit quoi, toi? Toi qui me connais? Comment tu Alors, m'aurais présenté? moi, j'aurais dit que tu serais, enfin, que tu es accompagnante. Enfin, t'es une femme qui, pour moi, a beaucoup de sagesse et qui accompagne sur ce chemin, justement, de la sagesse par rapport à, je sais pas, peu importe les domaines de vie, mais je dirais plus, tu sais, sur des réflexions philosophiques que tu peux avoir. Ouais. T'accompagnes, en fait, sur un cheminement de pensée qui répond à des questionnements où on peut avoir du mal à trouver, enfin, pour lesquels on a du mal à trouver des réponses sur une IA, quoi. Tu vois? Je suis d'accord. Bah, moi, c'est comme ça que je te décrirais, en fait. Euh, et après, c'est vrai que selon le contexte, je pense que c'est bien d'adapter. Bah, comme tu disais, si toi, tu rencontres des mamans à l'école, tu vas dire, je suis la maman d'eux. Et effectivement, par exemple, quand je suis allée dans dans des réunions où il y avait des cadres dirigeantes, bah, j'ai plutôt dit, voilà, je suis une ancienne cadre, j'ai travaillé pour telle entreprise, nanana, pendant, j'ai occupé cette fonction pendant tant d'années et aujourd'hui, je suis coach de cadre dirigeante. Je vais pas dire d'entrepreneur, par exemple. Ouais, exactement. Et je pense que, tu sais, c'est sécurisant aussi pour les gens, que tu t'adaptes aussi à ce qu'ils ont besoin d'entendre pour qu'ils arrivent à te catégoriser. Alors, je sais, on n'aime pas trop ça, mais somme toute, ça reste très sécurisant et ça leur permet tout de suite d'avoir une idée globale de qui tu es. Mm. Ah ouais, tout à fait. Et avant d'être entrepreneur, du coup, tu as envie de partager un peu à l'audience ce que tu faisais? Ouais, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'adore suivre un petit peu mes élans, quoi, quand j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau. En tout cas, le dernier poste que j'ai eu pendant 7 années, 7 ans, avant de me lancer en entrepreneuriat, j'étais à la direction d'un hôtel. Au début, j'étais directrice des ventes, mais ensuite j'ai pris la direction de tout l'hôtel pendant quelques années. Et j'en suis sortie, bah, comme plein de gens, avec le Covid. Le tourisme a été particulièrement touché. Comme j'ai une tendance quand même assez forte à me poser plein de questions sur la vie, il y avait beaucoup d'espace pour le faire.
Et donc, ce remue-ménage a fait que j'ai mis terme après à cette vocation-là pour aller chercher la prochaine, sans vraiment savoir laquelle c'était. Donc, ouais, j'ai dirigé un hôtel pendant un petit moment, ouais. C'était ça mon C'est poste. pendant combien d'années tu as dirigé un hôtel? Euh, J'y suis restée un paquet de temps. La direction, j'ai dû l'avoir 2017 jusqu'à 2022, 5 ans. Ouais, et avant ça, tu travaillais aussi dans l'hôtellerie? Ouais, avant ça, j'étais déjà dans cet établissement, j'étais à la direction des ventes. Je Oui. m'occupais plus de la partie commerciale, etc. Et avant ça, j'étais plus dans l'événementiel. Ok. Donc, j'étais en agence événementielle, j'organisais beaucoup des mariages, des événements pro, etc. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, tout ce que tu me décris, on le voit pas dans ton activité aujourd'hui. Pas tant. Ouais. Non, pas tant. Pas tant. Et parce que tu sais, je pense que c'est pas le tourisme que je suis allée chercher. Déjà, il y a un peu, tu sais, comme des opportunités qui, pouf, me sont tombées dessus. Je me suis dit, ah, bah, ça doit être sympa, j'y vais. J'ai jamais vraiment cherché, autant l'événementiel, je savais assez jeune que j'avais envie d'organiser des mariages. C'était encore la grande période, la grande mode des wedding planners. J'avais bien envie de faire ça. D'ailleurs, avec ma meilleure amie en école de commerce, on est toutes les deux parties là-dedans pendant quelques années. Mais j'ai pas cherché, si tu veux, après à performer dans l'hôtellerie, je m'en foutais un peu finalement, mais ça s'est présenté comme ça. Et je pense que je me suis nourrie de toutes les tâches sous-jacentes qu'il y avait dedans. C'est pas l'hôtellerie pure, tu vois, qui me drivait, c'était plus comprendre les mécaniques du business, c'était les gens, le management, la relation client, comment est-ce que, ouais, tout ce qu'il y avait derrière, tu vois, la logistique, l'opérationnel, ça me plaisait. Mais l'hôtellerie pure, pas plus que ça. Pas Ouais. plus que ça. Mais du coup, l'organisation d'événements, ça te plaît ou pas? Parce que là, aujourd'hui, tu n'en organises pas. Non, j'en organise pas. Je sais pas si ça me plaît, en fait. Je sais que je sais le faire. Je sais pas si ça me plairait de remettre mon nez dedans. En fait, non, je sais que ça me plairait pas parce que j'ai eu une proposition il y a un petit moment pour organiser des événements pour cet été, justement. Et je déclinais. J'ai pas envie de me remettre dedans. En fait, si tu veux, moi, je vois ma vie comme des chapitres. Et c'est pas que je repars à zéro à chaque fois, c'est que quand le chapitre est clôturé, on passe à autre chose, tu vois. Et donc, Hmm. du coup, il y a un peu ce truc de là, si alors je pourrais organiser des événements, peut-être que le jour où j'ai envie de le faire pour moi, bah du coup j'aurais une aisance un petit peu plus fluide à le faire, évidemment. En tout cas, je me sentirais plus Mais tu vois, même mon propre mariage, c'est pas moi qui l'ai organisé, hein. Je l'ai refilé à mes amis qui Ok. étaient wedding planners. Et pareil pour la vente, c'est pas quelque chose que tu aimais particulièrement malgré le fait que tu aies été directrice des ventes? Pas particulièrement, non. J'aimais la mécanique des chiffres. J'aimais comprendre tout ce qui était autour du yield management, etc. Parce qu'en hôtellerie, tu adaptes tes tarifs en fonction des périodes, en fonction de la demande, etc. Donc ça, je trouvais ça vraiment marrant, le paramétrage de tous les logiciels, etc. De la mise en place de promos par rapport à des événements du calendrier. Je trouvais ça cool. Mais à nouveau, c'est la mécanique, tu vois. C'est pas la vente même qui me drivait. C'est Hmm. pas le résultat Ok. à la fin. C'est l'expérience, c'est la compétence que je trouvais cool, quoi. Ok. Et là, est-ce que tu l'exerces, cette compétence mécanique, sous une autre forme aujourd'hui? Je pense que je l'exerce en scindant le cerveau des gens, tu vois. Mm. Je cherchais la mécanique qu'il y a dans l'inconscient, la mécanique des lois universelles, des choses comme ça, tu vois, un petit peu Mm. tout ce qui se met en place comme ça. Et ça m'inspire beaucoup et je le vois que maintenant sous cette forme-là, je le fais. Ouais. Ouais, hyper intéressant. Je précise aussi que Anso, c'est pas juste une pote entrepreneur comme ça, c'est quand même une personne avec laquelle je parle quand même assez régulièrement et souvent on va dans des réflexions qui vont assez loin, dans des interprétations, la profondeur de discussion. Donc, ouais, je vois comment tu sondes un peu, on va dire, le mécanisme de pensée des gens et comment tu réponds. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est aussi la réponse qu'on a en face quand on te parle. Je trouve ça hyper intéressant comment on peut faire le lien avec ta fonction quand tu Ouais, étais salarié. Et du ouais, coup, tu disais que tu as tout plaqué et t'es devenu enfin, t'as tout plaqué, mais tu savais pas ce que tu allais faire, c'est ça? Au bout de combien ouais. de temps tu as su que tu allais faire un truc en rapport avec l'accompagnement? Oh, longtemps. Enfin, longtemps sans être longtemps.
En fait, j'ai tout plaqué sans idée, vraiment quasi du jour au lendemain. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est fini ce chapitre, c'est le prochain. Il Sauf y a que eu je un savais pas du tout. truc? Il y a eu un truc qui s'est passé pour que tu aies envie de tout Non, plaquer comme ça? bah, je te dis, je pense que le Covid a fait que ça m'a créé un sas de décompensation. Tu vois, je fonçais tête baissée, j'avançais. Je sortais aussi de 3 ans de nuit blanche avec mon fils, donc j'étais en état de survie permanente, tu vois. Donc il y avait vraiment ce truc de genre j'ai plus de bande passante, juste je produis, tu vois. Il faut juste que j'avance, que je produise, je peux pas tout laisser tomber. Et je pense que cet espace de rien qu'il y a eu, déjà, j'étais très fatiguée et j'ai le souvenir quand même d'être avec mes enfants et de me dire, punaise, déjà, on était très très bien logés, on a eu beaucoup de chance. Et je me rappelle les regarder et tout, je me dis, c'est marrant, j'ai l'impression que c'est la première fois que je les rencontre en fait, que je les connaissais pas vraiment, que j'avais pas pris tant de temps de les découvrir. Et ça m'a mis quand même une petite claque, je me suis dit, la vie passe vite. Et j'ai construit plein de trucs, je suis hyper contente. Bah, peut-être que là maintenant, c'est le moment de remuer un petit peu la boule à neige et puis de déconstruire pour reconstruire autrement, plus ajusté avec qui je suis devenue. Donc il y a eu ça. Et donc j'ai commencé à le faire en étant encore à l'hôtel. Et notamment parce que c'était encore un peu le bazar avec les écoles, etc., au Covid. Donc j'avais annoncé à ma direction que je devais être en télétravail le mercredi parce que bah, j'avais pas encore trouvé de mode de garde, on n'avait pas de visibilité. Et ils m'ont dit non. Et je comprends, en fait, en vrai, avec le recul, parce que tu peux pas être à la direction d'un hôtel et être là que 4 jours par semaine, c'est pas possible. Et donc, ils m'ont dit non. Sur le coup, j'étais un peu énervée. J'ai dit, bon, bah, s'ils me disent non, c'est moi qui pars, tu vois. Et Ouais. je suis partie. J'ai annoncé mon départ 2 jours plus tard et un mois après, j'étais partie. Ok. Donc, tu dirais que t'es partie, c'est pas sous le coup de l'émotion, c'est tu pensais, tu savais déjà que ça te convenait pas avant Oui, d'avoir eu cet événement. oui. Et puis, tu sais, c'était vraiment ce truc de, OK, bah, tu sais, j'ai vraiment ce truc, à chaque fois que j'ai changé de boulot, parce que j'ai changé quand même pas mal de travail quand j'étais salariée, c'est toujours cette espèce de truc qui te traverse, ce ressenti de, OK, là, ça y est, il n'y a plus de sens. C'est génial, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, j'ai progressé là où j'avais envie de progresser. Là, j'ai plus de but, en fait. J'ai Mhm. plus de but. Il y a plus ce truc stimulant de l'après. Ça correspond plus au cadre de vie que j'ai envie de vivre. Bah juste, il n'y a plus de sens, tu vois. Moi, Ouais. c'est vraiment le mot que j'utilise souvent, c'est ma boussole. S'il n'y a plus de sens, c'est que probablement qu'il y a un truc à réajuster, et des fois, c'est pas grand-chose. Là, c'était un 360 degrés, et je pense que là, ça y est, j'étais arrivée au bout du chapitre. Non, franchement, et puis j'étais pas trop sujette à mes émotions encore à cette époque-là. C'est pas un truc sur lequel je portais beaucoup mon attention. Par contre, je sais que quand je sentais vraiment pas bien, frustrée, agacée, peut-être parfois un peu amère, bah, c'est qu'il y avait quelque chose à réajuster et là c'était le cas. Donc j'ai dit ok, bon Ouais. ben réajustons, tu vois. Et je suis partie en hyper bon terme, on a fait la fête, tu vois bien quoi. Et tu dirais quoi à une femme qui est salariée, cadre, dirigeante et qui est pas épanouie dans son taf? Bah, de se poser la question de qu'est-ce qui t'épanouit pas. Parce que des fois c'est pas le travail qui t'épanouit pas, c'est le cadre de vie et l'environnement autour du travail. Donc ça c'est vraiment la première question. Est-ce que c'est Et je crois que ça, c'est propre à moi en tout cas, que l'humain a besoin de traverser un peu des challenges qui le stimulent, tu vois, de comment est-ce que je peux progresser ou n'importe quel domaine, on s'en fout, c'est pas forcément le travail. Et donc, du coup, c'est vraiment de se poser la question de, OK, ben là, si j'ai ces sentiments de mal-être général, c'est que je suis coincée, je ne progresse plus. euh, et en réalité, si je progresse plus, je suis plutôt en train de régresser parce que l'entre-deux, il n'existe pas vraiment. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de régresser? Est-ce que c'est parce que mes tâches me stimulent plus? Est-ce que c'est parce que les gens me stimulent plus? Est-ce que c'est parce que c'est mon environnement familial ou mon environnement social qui me stimule plus? Des fois, c'est mon environnement géographique aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je suis partie vivre à l'autre bout de la France comme ça, pouf, parce que je me suis dit, ah non, je veux la mer et le soleil. Donc, déjà, se poser ces premières questions. Et il y a peut-être des fois des paramètres qui sont en dehors du travail, qui peuvent Mhm. être réajustés et qui redonnent du sens. Et rétrospectivement, tu vois, si je fais un pas de recul et que maintenant je regarde, si je devais voir ma vie quand j'étais salariée, je vois que moi, ce qui me drivait, au-delà du statut, tout ça, parce que j'étais bien dans ce truc-là, hein, j'avais beaucoup ce truc du statut, d'avoir vraiment une étiquette qui soit bien valable par la société. J'étais très attachée à ça à cette époque. Mais le sens que j'avais, c'est je veux construire ma famille de la façon la plus cool possible, sans avoir une charge mentale qui déborde, et je veux construire
une forme de confort matériel aussi qui me permettra peut-être après, comme je te disais tout à l'heure, d'avoir le privilège de pouvoir mettre mon cerveau ailleurs que dans la construction de tout ça. Et c'est vraiment se poser ces questions, c'est pourquoi je fais ça, en fait. À quoi ça sert? À quoi ça me sert réellement? Et à quoi ça sert pour ma vie? Ouais. Après, dans les salariés que je connais, c'est quand même compliqué de lâcher son taf sans rien avoir après, parce que le lifestyle a été aussi bâti sur deux gros salaires, souvent, le salaire de Ouais, leur conjoint et le leur. Donc, toi, comment t'as fait pour gérer financièrement vu que t'as quitté sans rien avoir après? ouais. Alors ça, à nouveau, c'est moi, hein. Tout ce que je dis, c'est pas une vérité absolue. C'est vraiment ça part de mon expérience. J'ai eu aucun problème à couper des coûts que j'avais. Aucun problème. Parce qu'il y avait plus de sens pour moi à ce moment-là de faire ça et d'avoir plus d'espace, du temps, créer des souvenirs, me reposer, me poser des questions sur ce que je voulais faire, plutôt que de continuer à nourrir un lifestyle qui était peut-être un peu plus haut. Voilà. Et donc c'est pour ça, je te dis, c'est toujours une question de sens, parce que probablement que 2 ans avant, j'aurais pas été prête à le faire. Mais du coup, mon boulot a du sens dans ce cas-là, parce qu'il me permet de nourrir mon lifestyle. Et si j'y suis attachée et qu'il me fait du bien, mais du coup, j'ai moins de problèmes. En fait, je change ma vision des choses. Je sais que je vais bosser pas parce que je veux faire plaisir à mon patron. Je vais bosser pour ce que ça me permet d'avoir dans ma vie à côté. Ouais. Et je peux choisir à un moment donné de changer ça. Mais si je suis pas prête, c'est OK, tu vois. Et pour les gens qui, justement, parce qu'on est formés toutes les deux au coaching, et il y a des gens qui vont, c'est un cercle vicieux, parce qu'ils vont s'acheter beaucoup de choses de luxe, s'offrir des expériences de luxe pour compenser leur mal-être au travail. Donc en fait, comment ils peuvent savoir ces gens-là que ils sont pas prêts à lâcher un lifestyle pour leur bien-être, pour un nouveau travail, pour une nouvelle opportunité et lâcher la vache à lait en fait qui leur permet de vivre ces expériences-là. Ils n'ont pas Ouais, forcément le niveau de conscience pour se dire, mais en fait, je vis ces expériences par compensation de mon mal-être au travail. ouais, exactement. Je comprends carrément ce que tu dis. Euh, Comment je pourrais te répondre à ça de façon à ce que ce soit intelligible? Tu sais, il y a vraiment, je trouve que c'est vraiment dans le ressenti et c'est une observation personnelle à avoir. C'est-à-dire que si j'ai besoin de cette chose, de cet objet, de ce voyage, si j'en ai vraiment besoin, c'est que probablement je suis en train de compenser. Si j'ai envie de l'avoir, j'en ai pas besoin, j'ai envie, mais si je l'ai pas tout de suite, c'est pas grave, ça me met pas dans le mal. Dans ce cas-là, probablement que c'est plus quelque chose qui me plaît, mais si je l'ai pas, je suis pas malheureuse non plus. Tu Mm. vois? Il y a un peu ce truc, c'est une question vraiment d'attachement, tu vois. Et ça, je trouve que ça se ressent vraiment. T'as presque une pulsion un peu animale de il me faut ça, il me faut ça. J'avais une cliente comme ça, c'est il faut que j'aille faire du shopping, il faut. Tu sais, un peu ce truc d'addict. Et je dis ça avec beaucoup d'amour parce que j'ai été ça aussi, sous plein d'aspects. Donc, je le comprends carrément. Mais dès que je commence à être trop attachée à mes choses, là, il y a probablement une petite souffrance sous-jacente et je dis pas que c'est facile et moi je suis encore attachée à certaines choses évidemment parce que je suis un être humain et je crois qu'on le sera tous attachés sous une forme ou sous une autre. Mais de plus en plus, j'essaye de me détacher des choses du matériel pur sans tomber non plus à aller élever des chèvres au fin fond du Pérou, on est bien d'accord. Mais voilà, si j'ai un bijou que j'aime, bah j'essaye de pas m'y attacher. Voilà, si je le perds, ma vie va continuer et je serai pas plus malheureuse. Et il y a des choses comme ça. Et souvent, je dis à mon mari, si demain tu dois changer de travail parce que tu te sens pas bien, parce que t'es pas heureux, et qu'on devait vendre notre maison, bah en fait, moi, tant que je suis avec vous, j'ai quand même l'impression d'être à la maison. Donc ce sera moins confort, on sera peut-être plus entassé, on aura peut-être plus chaud, j'en sais rien. Mais c'est plus important pour moi d'être avec vous plutôt que d'être dans cette maison. Avec vous en bonne santé au passage. Mais Mm. voilà. Donc j'essaye ça. Et après, est-ce que j'y arrive tout le temps? La réponse est non. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'essaye de m'appliquer le plus possible et de m'observer. Je me vois des fois, hein. Je sais pas, je peux passer une bonne journée. Tiens, j'irai peut-être chez Sephora m'acheter un petit truc parce que je peux avoir une petite addiction sur les trucs de beauté. Ouais, mais en fait, je regarde mon placard. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Non. Bon, si j'en ai pas vraiment besoin, alors c'est quoi la racine du truc? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'aller compenser? Comment je peux le compenser de façon plus vertueuse pour l'avenir, quoi. Mm. Mm. Parce que je pense que ça peut être compliqué pour les dirigeantes qui bah, n'ont pas ce niveau de conscience et qui vont pas savoir faire la différence tout simplement parce que bah, pour elles c'est pareil.
Elles le veulent, elles savent pas, est-ce qu'elles en ont besoin, est-ce qu'elles en ont envie, est-ce que c'est superficiel, elles sont en mode survie, elles n'ont pas forcément les outils aujourd'hui pour décider en tout cas d'un espace où elles sont pas en mode il me le faut, il me le faut, il me le faut, sinon je me sens pas bien, etc. Donc je pense que ça peut être quand même difficile pour les salariés de savoir en fait est-ce qu'ils Et doivent rester ou est-ce qu'ils doivent quitter. bien sûr, et d'ailleurs, je crois pas que c'est pas une décision facile du Ouais, tout. Et d'ailleurs, si c'était facile, on serait tous probablement dans un autre endroit, plus tôt, différemment, etc. Je crois que ça demande beaucoup, beaucoup de courage ouais, et une vraie confiance en sa capacité à rebondir et à aller chercher des ressources. Et je crois qu'il y a, en tout cas pour moi, ça fonctionne aussi beaucoup. Je crois que j'ai vraiment foi en la vie. Je me suis jamais dit, la vie va me laisser tomber. ouais. Je vais forcément, à un moment donné, il y aura une opportunité, je vais trouver quelque chose à faire qui va me plaire. Et ouais, il y a ça. Ouais, il y a ça. Vraiment ça. Et je crois qu'il y a aussi ce truc de j'ai peur de quitter parce que j'ai peur de rien trouver derrière. Mais si quoi qu'il arrive, je sais que je pourrais me débrouiller pour trouver un autre truc et que je suis OK de faire de faire le deuil du statut, du super truc, ben en fait, en vrai, je peux aller bosser chez Zara aussi, tu vois. Moi, c'est quelque chose que je me suis dit plein de fois. En fait, si demain, je suis dans la merde, que j'ai plus d'argent, qu'il n'y aurait plus rien qui marche, ben, je prendrais mes petites baskets et j'irai bosser chez Zara. Et en fait, ça ne remet pas en considération ni en question qui je suis maintenant et la valeur que j'ai. Est-ce que Mais tu, c'est un chemin. est-ce que ça, tu avais déjà cette conscience avant d'être coach ou pas? Pas du tout. Parce qu'en fait, je pense que c'est facile de le dire quand on a nos connaissances et qu'on a Ouais. fait le travail qu'on a fait sur nous, mais que pour des gens qui sont dans ce caca-là actuellement, c'est juste pas concevable. Attends, j'ai pas envie d'être vendeuse. Ça fait 20 ans que je suis cadre, que je brasse des salaires multi-six chiffres. Pourquoi j'irais gagner le SMIC chez Zara et en plus rencontrer des femmes que je connais peut-être, qui sont là pour accompagner leurs filles, mais le malaise, quoi, tu vois? Ouais, je comprends et je comprends vraiment, hein. Là, je te parle, moi, 5 ans plus tard, 5, 6 ans plus tard. Donc, évidemment, il s'est passé des choses. Tu m'aurais dit ça il y a 5 ans en arrière, c'était mort. Moi, Ouais. j'étais attachée à mon étiquette de directrice d'hôtel. Donc du Comme, coup, qu'est-ce qui fait que tu as réussi à te détacher de cette étiquette-là il y a 5 ans quand tu as quitté ton poste, en fait? je me suis pas détachée tout de suite. Ok. Et d'ailleurs, ça a été probablement l'une des déconstructions les plus longues et il doit sûrement encore rester debout sur l'attachement au statut, l'attachement à l'étiquette sociale, l'attachement au fait de tout réussir, l'attachement au fait d'être forte, au fait d'être douée, au fait d'avoir une forme de talent que tout le monde voit sauf toi et que du coup tu dis bon bah en fait tu ne t'autorises pas à envisager l'échec. Ouais. Même si aujourd'hui j'utiliserais plus ce mot-là, mais en tout cas à l'époque il y avait vraiment ce truc-là. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a aussi permis d'arriver à toutes ces réflexions, c'est que pendant bien 3 ans, je n'ai pas lâché ça. Et en lâchant pas ça, ça m'a emmené dans plein de chemins de traverse, euh, dans des positionnements de boîte ou des choses comme ça qui me correspondaient pas tant que ça, mais qui répondaient à cette étiquette pour continuer à être valable dans la société, ouais. Hmm. Ok. Donc non, c'est pas un chemin comme ça, tu claques pas les doigts un matin et pouf pouf. Ouais. Et ouais. Parce que personnellement, quand j'ai démissionné, en fait, j'avais une foi, j'avais une certitude que quelque chose de meilleur m'attendait. Et je pense que c'est important quand on quitte d'avoir soit cette foi, soit d'avoir autre chose en tête, un projet en tête. Parce que c'est vrai que quand on arrive à ce niveau de statut en tant que salarié, on a beaucoup plus à perdre financièrement au niveau du statut, au niveau de ce qu'on porte pour la famille, etc., que quelqu'un qui gagne moins d'argent parce que l'impact peut-être est moins visible sur le lifestyle, c'est-à-dire que on remet pas tout en question. Quand on, par exemple, je vais rentrer un peu plus dans un exemple spécifique parce que là, sinon, ça va pas être compréhensible pour les gens qui nous écoutent, mais si on a un lifestyle où les charges sont entre 5 000 et 10 000 euros par mois,
perdre un emploi où tu contribues à la moitié de ces charges-là a un gros impact par rapport au maintien de ces charges-là. Alors que si tu contribues parce que, pour X raisons à 1000 euros aux charges du foyer, que tu perds ton emploi, bah, peut-être que ton conjoint peut combler, lui, les 1000 euros que tu contribuais avant, par exemple, que ce soit moitié-moitié ou pas, hein, ça dépend des couples. Mais c'est vrai que là, il y a un gap qui est quasiment invisible, en fait. Ouais, et je te rejoins complètement. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper important de regarder tous les facteurs et les contextes de chacun. Il n'y a pas une vérité absolue. Moi, ce que Ouais, j'ai fait, il y a plein de gens qui pourraient pas le faire. Déjà, moi, ouais, je suis deux, j'ai un mari qui gagne très correctement sa vie. Donc, du coup, même si on a réduit des coûts, en réalité, ça nous a pas mis dans l'embarras. Euh, Maintenant, j'ai quand même quitté plein de fois des boulots avant. Et du coup, j'ai toujours joué sur deux tableaux à un moment donné quand je mm, changeais. Parce que il y a eu plein de fois où j'étais plus bien dans mon job. Sinon, ouais, j'aurais fait le même tout le temps. Et en fait, dans ces moments-là, c'est juste, OK, dans mon contexte, qu'est-ce qui est possible, pas possible? Qu'est-ce qui est tenable, pas tenable? Qu'est-ce qui est malin et qu'est-ce qui est impulsif? Tu vois, comment je peux faire de façon assez maligne? Et si c'est quelqu'un qui veut lancer sa boîte, mais il n'y a rien qui t'empêche de pouvoir faire les deux en même temps sur un moment donné pour tester ton idée, voir si ça marche et ensuite ne pas te jeter des deux mains. Et d'ailleurs, très souvent, je ne conseille pas aux gens de se jeter du bateau comme ça. Et jette-toi et le filet apparaîtra. Ouais, je comprends l'expression, mais je trouve que nerveusement parlant, tu vois, d'un point de vue système nerveux, c'est quand même hyper violent et ça peut complètement immobiliser la personne. ouais. Donc, moi, j'ai jamais quitté un boulot sans rien derrière, à part cette fois-ci, parce que mon contexte de vie me le permettait. Mais toutes les fois d'avant, bah, je cherchais un boulot en parallèle et je m'arrangeais pour que le départ et l'arrivée me mettent pas dans l'embarras. Et je Ouais. suis jamais passée par la case chômage jusqu'alors grâce à ça, tu vois. Donc c'est qu'est-ce qui serait malin de faire? Et si tant est, je sais pas ce que je veux faire, bah, peut-être la question à se poser, c'est comment est-ce que je peux utiliser du coup cet espace-temps dans lequel je m'épanouis plus trop pour aller chercher justement une forme d'épanouissement. Donc, bah, ou que je vais lire des bouquins, ou je me fais accompagner si j'ai envie, ou tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est à un moment donné comment est-ce que je prends un peu ma destinée en main sans me mettre dans un danger imminent, parce que c'est pas le Mm. but non plus, Ouais. tu vois. Moi, j'ai une autre vision de ça, un peu genre saute et le filet apparaîtra, parce que moi, je considère que c'est ce que j'ai vécu plein de fois, en fait, où j'ai suivi, moi, mon conjoint qui était muté, c'est dans son contrat, il avait une clause de mobilité, et où j'ai dû démissionner plein de fois sans rien avoir derrière. Et le filet est apparu, quoi. Donc, et pareil, là, quand j'ai démissionné de mon dernier poste salarié, j'avais rien derrière, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et puis j'ai commencé à faire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et puis après je me suis trouvée, quoi. Donc je pense que ça dépend aussi du fonctionnement de chacun. Il y en a qui vont fonctionner plus en faisant, ils vont trouver. Et il y en a d'autres qui vont tellement être décontenancés émotionnellement, nerveusement, que ça va les mettre en panique totale et ils seront paralysés, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que les conseils génériques ne peuvent pas s'appliquer. Ouais, Tellement c'est des cas spécifiques, ouais. tellement ça dépend de plein d'autres choses, tu vois, parce que toi, t'avais la foi que quoi qu'il arrive, quelque chose de mieux allait t'attendre. Mm. Moi aussi, je nourris cette foi-là. Quelqu'un qui la nourrit pas et qui a davantage une croyance que il lui arrive que des merdes, qu'à chaque fois qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui lui tombe sur le creux de la tête. Bah, t'inquiète pas que, il va regarder tous les paramètres des trucs qui se passent pas bien et il va enchaîner plein de trucs Ouais, qui vont un peu merdouiller, tu vois. Donc, le contexte de chacun, qu'il soit matériel ou qu'il soit plus de l'ordre du système de pensée, de l'inconscient, etc., et à prendre en considération avant de prendre des décisions aussi importantes que celle-là, selon ouais. moi. Après, en général, s'il y a des personnes qui me consultent par rapport aux choix qu'ils sont invités à faire, est-ce qu'ils quittent, dans quel contexte, etc. Moi, je dis que s'il n'y a pas de grosse crise et d'urgence, en général, quand tu démissionnes et que ça fait un petit moment que tu es à ce poste-là et que tu as un poste qui est important, il y a quand même un préavis de plusieurs mois. Donc, pendant plusieurs mois, c'est de se bouger aussi les fesses pour essayer de trouver bah, la suite. Et même s'il y a un moment de flottement, c'est de l'embrasser complètement, ce moment de flottement, et de voir comment financièrement on peut s'en sortir.
Mais donc, il y a cette solution-là, soit bah, de négocier une période de préavis plus longue que ce qui a été prévu. Moi, j'avais par exemple 3 mois de préavis. Et je pense que mon CEO aurait bien aimé que je reste plus longtemps, mais c'est moi qui ne voulais pas. Parce que pour moi, il y avait une sorte d'urgence à faire autre chose. Mais quand vous n'êtes pas dans l'urgence, ça se négocie facilement, hein. Si vous êtes un bon élément dans votre boîte, au contraire, l'employeur sera content d'avoir plus de temps pour trouver une autre personne, avoir le temps de faire la passation, etc. Donc, je pense que être accompagné dans cette transition peut être un bon move parce que souvent, on est toute seule dans notre tête. On est toute seule avec nos peurs et donc on peut les partager avec nos proches, mais nos proches, comme ils vivent pas ce truc, ils sont pas très bien placés, ils vont projeter leurs propres peurs. Moi, je sais que par exemple mon mari, pour lui, c'était juste tellement flippant que je quitte mon taf et qu'on se retrouve qu'avec un salaire. Mais voilà, il m'a vue confiante et c'est cette confiance-là qui a été contagieuse pour lui où il m'a dit, OK, bah, je vais lui faire confiance. Elle va se débrouiller et vu comment elle est sûre d'elle, bah ok, je la crois, quoi. Mais lui, il me projetait ses peurs. Donc, c'est un Ouais. ancrage, un certain ancrage à avoir aussi quand on fait ce genre de transition, quoi. Mm. Ouais, et puis comme tu le dis, justement, ça se prépare. Ouais, Effectivement, tu peux le préparer. S'il n'y a pas d'urgence vitale ou de santé, tu yes. peux le préparer. Ouais. Et là, du coup, c'est quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'était quoi ta vision du succès à ce moment-là? Parce qu'on parlait des années 2020. Ah ouais, bah, en fait, tu sais que c'est des questions que je m'étais jamais posées de ma vie à ce moment-là. Tu vois, je savais même pas que ça existait. Je n'avais jamais ouvert un livre, même de dev perso, le plus simpliste de ma vie entière. Je savais pas tout ça, ça me parlait pas, je comprenais pas. Enfin, j'en avais jamais entendu parler. Donc, si tu veux, je me suis même pas posé la question de quelle est ma vision du succès. Et je me rappelle d'ailleurs, j'avais fait un programme à l'époque, il disait il faut travailler sur votre grande vision et tout. Je me suis dit, c'est lunaire ce truc, je sais pas de quoi on est en train de parler, je sais pas ce que je dois faire, je comprends pas. En fait, ça connecte pas, mes neurones ne connectent pas. J'avais l'impression d'atterrir dans un nouveau monde dans lequel j'étais vraiment un bébé. En tout cas, si je prends un pas de recul et que je regarde à l'époque, je pense que ma vision du succès à ce moment-là, c'était d'avoir du temps, Hmm, d'avoir du temps. ok. Je voulais du temps. Voilà, j'avais l'impression d'avoir couru après la montre, d'avoir, tu sais, comme quelqu'un qui s'affole de partout. Bon, bah, comme plein de gens, tu vois, t'as un poste à responsabilité, deux enfants en bas âge, un mari qui travaille 7 jours sur 7. Bon, bah, t'as un peu de partout, tu vois, tu dors pas la nuit. Donc, j'avais l'impression, là, tu vois, vraiment, j'avais ce truc de je veux du temps. En fait, je veux vraiment du temps. Je veux me réveiller le matin et je veux de la lenteur. Hmm, Je veux me réveiller le matin, je veux boire mon café, emmener mes enfants. Tu vois, vraiment, dans ce moment-là, c'était ça que je voulais. Et ça m'a fait du bien. Tu vois, tu prends un nouveau souffle, quoi. ouais. Moi, je me rappelle que ma vision du succès, c'était atteindre les 10 cas par mois. Quand je suis Ah arrivée dans ouais. l'entrepreneuriat, bah après, j'étais tout de suite dans un mastermind. Moi, j'ai pas attendu. Direct, j'étais dans un mastermind et en fait, tout le monde parlait des 10 000 € par mois. Et puis, bah, comme j'avais un salaire qui s'en approchait, bah, je me suis dit, bah ouais, en fait, go pour les 10 000 € par mois pour, on va dire, regagner la même chose que ce que je gagnais avant en tant que salarié. Et, euh, et après, en fait, ça a été plus de gagner de l'argent à partir de quelque chose que j'aime profondément et quelque chose qui respecte mes valeurs et mon éthique. Parce que je pense que si j'ai quitté, une des raisons pour lesquelles j'ai quitté mon emploi, c'est parce que ça me demandait de travailler à l'encontre de mes valeurs, notamment écologiques et d'éthique. Donc, du coup, c'était compliqué pour moi de contribuer à des antivaleurs. Et donc, bah, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, OK, bah, je vais faire quelque chose qui nourrit mes valeurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé d'abord un business sur la revalorisation des déchets. Et ensuite, je me suis tournée vers le coaching un peu par hasard, en suivant mon petit chemin et mon flow, quoi. Tu vois, la vie a bien fait son travail parce que tu es très, très bien à ta place maintenant. Ouais, Pour merci. ce chapitre-là, au moins. Mm. Merci, ma bichette. Donc, OK, la version de la réussite. Et aujourd'hui, est-ce que tu dirais que ta définition, elle a changé par rapport à la réussite, par rapport à ce que tu imaginais ou tu envisageais en 2020? Euh, Bah, disons que maintenant, je me la pose, cette question. Donc, du coup, je vais être un peu plus précise, tu vois, sur ce que je veux. Mais je pense que j'ai gardé vraiment ce truc d'avoir du temps.
Euh, alors, en tout cas, quand je dis avoir du temps, c'est avoir du temps pour vivre. Voilà, c'est vraiment ça. Mmh. Avoir du temps pour... La différence peut-être que j'ai pas encore trop bien remarqué à l'époque, c'est que j'ai vraiment besoin d'une stimulation intellectuelle pour me sentir vivante. Donc, du coup, ça fait partie intégrante de mon quotidien, sous une forme ou sous une autre. Il y a plein de possibilités. Des fois, c'est des formations. Des fois, je lis un bouquin. Des fois, je vais juste marcher à la mer et je pense. Voilà. Donc, ça, je sais que j'en ai besoin. Euh, et je pense que ma définition de la réussite d'aujourd'hui sera probablement pas la même que dans 10 ans. Tu vois, parce que là, j'ai mes enfants qui commencent un peu à grandir, qui sont encore dans un moment où ils ont besoin de moi, mais dans 10 ans, ils auront probablement beaucoup moins besoin de moi, donc j'aurai encore plus d'espace. Et donc, j'aurai probablement des ambitions qui évolueront aussi. En tout cas, à ce jour, en tout cas, ma forme de réussite, c'est comment je peux organiser mon temps le plus possible comme ça m'inspire. Comment est-ce que je peux remplir mes journées le plus possible de ce qui m'inspire? Comment je peux trouver de l'inspiration dans mes contraintes? Et comment je peux aller chercher des niveaux de progression que j'ai pas encore touchés, qui me font archi peur, mais qui du coup sont là et que j'ai envie d'aller toucher parce que sinon au bout d'un moment je sais que je vais m'ennuyer et mon toxic trait, c'est un petit peu ce truc de genre quand je m'ennuie j'arrête et je voudrais pas arrêter dans cet élan qui me plaît, tu vois. Donc ouais, je dirais que c'est ça ma vision du succès aujourd'hui, comment je peux trouver ma version de la vie qui m'inspire le plus et nourrir mon quotidien autour de ça. C'est très conceptuel, hein, je sais, mais j'ai pas des mots plus terriens pour dire ça. Moi, je me rappelle de plusieurs conversations où tu me disais que pour toi, le goal ultime, donc aka version du succès, ça serait d'avoir peu de séances, faire beaucoup d'asynchrone, avoir du temps pour te former et pour vivre. Ouais, bah tu vois, on n'est pas loin, hein. Mm. On n'est pas loin de ce que je Ouais, t'ai dit. Et effectivement, c'est vers ça que je tends. C'est ouais. vraiment vers ça que je tends. J'aime vraiment beaucoup coacher, ça me stimule beaucoup. Mais effectivement, j'en ressens pas le besoin. J'ai tenté hein, les 8 heures jour, je l'ai fait. Euh, bon, bah voilà, je sais que c'est pas quelque chose qui nourrit ma vie. Donc, Ouais. le faire un peu autrement et effectivement, de plus en plus passer sur du partage, de la transmission, c'est quelque chose qui me plaît, dans lequel je me sens bien. Et donc, il y a encore quelques niveaux d'autorisation à déverrouiller, mais est-ce que c'est pas ça un peu la vie aussi? Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, complètement. Mais effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que ça n'existe pas, le fait de travailler peu et de vivre une vie qui puisse être épanouissante parce qu'ils sont attachés à l'argent, le chiffre d'affaires, peut-être même pas les profits, tu vois, ils ont peut-être même pas cette conscience parce que je connais quand même énormément d'entrepreneurs qui font de gros chiffres d'affaires et quand je dis gros, c'est multi-six chiffres, donc au-delà des 200 000 euros, mais qui ont très peu de profits. Et donc, je sais pas, je me questionne beaucoup, hein. Je t'en avais parlé en off dans nos échanges, mais je me questionne beaucoup sur l'entrepreneuriat en ce moment, notamment l'entrepreneuriat en ligne, où pour moi, enfin, je sais pas, je pense que comme je vis une autre réalité, en fait, je me sentais un peu comme l'outsider des masterminds que j'ai rejoints depuis 2020, où je pense que j'ai trouvé ma forme d'entrepreneuriat qui me convient. Mais du coup, je me dis, ben, en fait, tout ce que les gens font et s'agitent à faire, ça ne me parle pas du tout, quoi. Avoir des grosses équipes, avoir des commerciaux pour closer, pour convertir en clients, faire masse de pubs, euh, faire des lancements avec des challenges, avec des séquences mails qui bombardent jusqu'à 3 emails par jour et tout. Même moi, en tant que cliente, ça me fatigue, quoi. Ouais, J'aime pas trop cette expérience non plus en tant que cliente. Donc, je sais pas, je me questionne beaucoup et je sais pas, moi, après, je pense que je suis assez stable dans mon business model, dans le sens où j'ai peut-être changé d'offre, mais mon rythme n'a pas changé. J'ai deux, trois séances par semaine depuis plusieurs années aujourd'hui. Je travaille beaucoup en asynchrone. Ça ne veut pas dire que je travaille pas, c'est juste que je travaille sous plein d'autres formes. C'est-à-dire que je vais beaucoup me former, je vais beaucoup lire, écouter des podcasts, etc. Et c'est ça qui me nourrit. Et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais de, bah moi aussi j'adore coacher, mais en fait faire ça toute la journée, c'est pas ce qui va me plaire en fait. Donc voilà. Je sais pas bah ce que tu parce que allais dire. t'es une petite ligne 6, toi aussi. Ouais. Donc, T'allais ajouter quelque chose?
Non, je suis assez d'accord avec toi et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important de se poser ces questions de c'est quoi ma forme de succès. Honnêtement, c'est une question qui est pas facile et probablement qu'on n'a pas la réponse tout de suite et qu'on Hmm. a besoin de se casser un peu deux, trois orteils avant de comprendre vraiment ce qu'on veut. En tout cas, moi, je suis passée par ces étapes-là et je trouve ça hyper inspirant, les entrepreneurs dont tu parles qui font des lancements tout le temps. Si vraiment c'est ce à quoi ils aspirent eux, tu vois, je trouve Hmm. ça génial. Et c'est juste à un moment donné à quel point est-ce que chacun a pu faire son propre chemin pour être en capacité de discerner de je trouve ça génial, mais c'est pas exactement cette forme-là que j'ai envie de vivre. Et ça Hmm. veut pas dire que j'ai pas envie de gagner plein d'argent aussi, hein, c'est juste que c'est la forme qui ne me convient pas. Et au plus tu commences à faire la paix avec ça, au plus les possibilités, elles deviennent plus larges et plus réalisables. Tu Ouais. vois, elles te semblent plus réalisables. Donc ouais, je suis assez d'accord et c'est pour ça qu'à nouveau, moi qui ai accompagné aussi plein d'entrepreneurs, surtout des jeunes entrepreneurs, enfin des entrepreneurs qui commencent, c'est l'un des premiers trucs que je les aide à observer, c'est avant de tomber dans la comparaison de moi je suis nulle parce que regarde par rapport à elle qui fait tout ça et qui gagne tout ça. C'est OK, bah déjà, est-ce que tout ça, toi, tu l'as vraiment envie, tu vois? Et moi, je me suis passée par ce truc à me comparer, à me sentir mais nulle, à oublier même toute mon expérience de salarié, à me dire, OK, je suis débutante en tout, je suis nulle. Laisse tomber, je sais rien faire. Enfin, j'ai eu des moments comme ça, jusqu'à temps que je regarde un petit peu quelle est ma forme de richesse à moi, qu'est-ce que j'ai réussi, sous quelle forme est-ce que j'ai construit des choses que cette personne que je suis en train d'admirer, elle a pas ça. Elle l'aura peut-être, hein, mais en tout cas, là, à ce jour, sur le présent, ce que j'ai là, c'est hautement plus précieux que si j'avais exactement ce qu'elle a, elle. Donc, c'est toujours se poser ces questions-là, ouais. J'ai complètement ouvert un autre tiroir, là, non? Tu l'as bien ouvert. Non, mais c'est bien, ça permet aux gens de se poser aussi certaines questions auxquelles ils auraient peut-être pas pensé. Mais effectivement, il y a beaucoup de fantasmes dans l'entrepreneuriat, notamment avec les jeunes générations où les nanas ont moins de 30 ans et se vantent d'avoir fait tant de chiffre d'affaires, etc. Et ça peut être un gros complexe pour d'autres entrepreneurs qui disent, mais attends, mais moi aussi je veux faire le million. Par exemple, avant c'était les 10 k par mois. Et en fait, aujourd'hui, c'est le million à l'année. Euh, et maintenant, j'en vois certaines qui veulent faire le million au lancement, voire le multimillion au lancement. Donc en fait, ça ne s'arrête jamais. Et je pense que ça développe aussi un complexe pour les personnes qui se lancent en disant, mais pourquoi moi je suis pas capable de faire ce genre de résultat? Je suis trop nulle, c'est ce que tu disais, c'est je me sens trop nulle. Mais parce qu'elles se comparent en fait, mais parce que peut-être elles se sont pas lancées dans l'entrepreneuriat pour les bonnes raisons. Et donc, c'est aussi revenir à soi. Moi, je sais que j'ai des clientes qui admirent un peu mon lifestyle en disant, bah, c'est trop bien comment tu fais, tu as très peu de séances, tu as beaucoup de temps pour toi, tu es en nature, on te voit faire du sport, être en nature tous les jours, etc. Oui, ok, mais en fait, pourquoi toi, tu veux moins travailler? Est-ce que c'est parce que t'aimes pas ton taf et que t'aimes pas tes clients? C'est autre chose. Parce que moi, mon boulot, le coaching, j'adore. M- La majorité de mes clientes, je dis pas toutes parce qu'il y a toujours des exceptions, je les adore. Il y a celles qui vont m'écouter qui vont se dire quoi? Est-ce que c'est moi l'exception? Et donc, et c'est pas ça en fait, c'est juste que j'aime plus faire autre chose. J'aime plus me balader dans les bois qu'être en train de coacher à ce moment-là. Parfois, je peux coacher en marchant. Et ça, c'est très bien. J'allie deux choses qui m'animent. Mais je sais pas, je trouve qu'il faut vraiment se poser des questions pour savoir quelle est sa propre définition du succès, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui est important pour soi. Et c'est ça qui va nous guider sur la meilleure voie, parce que pas en comparaison, ni en comparaison de notre accompagnant dont on fantasme le lifestyle, ni des autres entrepreneurs qui affichent un succès qui peut être florissant. Et en fait, derrière rideau, ces personnes-là sont souvent en PLS. Et de plus en plus, je trouve ça bien aussi que ce soit démocratisé. Ces personnes-là partagent aussi ce qu'elles traversent derrière les rideaux. Et ça, je trouve ça chouette. Il y a moins ce côté fantasme. Il y a aussi, c'est quoi le prix à payer pour faire ce genre de résultat, quoi. Ouais, exactement. Et puis, tu sais, souvent, en tout cas, moi, je vois les choses comme ça. C'est maintenant, c'est si j'ai un objectif, donc là, on parle notamment d'objectifs financiers. Si j'ai un objectif, je regarde déjà toutes les contraintes associées et du coup, si je veux cet objectif, je prends le package, tu vois. Mhm. Ouais. Donc, je prends le package. Et il y a des fois où j'ai juste pas envie de prendre le package et donc je me dis, OK, bah, c'est pas que j'ai pas d'ambition, c'est juste que j'ai envie de prendre du temps.
pour cet objectif, tu vois. Mais je pense que effectivement, les multimillions, c'est très beau, tu vois. Sur Instagram, c'est magnifique et je pense que c'est vraiment réalisable. Mais ça fait aussi partie d'une exception, tu vois. Moi, quand je parle de mon ancienne vie, tu vois, avant que je comprenne les réseaux sociaux, que j'arrive, l'infoprenariat et tout, je veux dire, les personnes qui gagnaient déjà ne serait-ce qu'un salaire de 10 000 € par mois, t'en as pas à tous les coins de rue, tu vois, on est dans une exception. Donc, je suis la première à encourager à rêver, je suis la première à encourager à avoir la foi, mais ça fonctionne que quand j'ai un peu les pieds sur terre aussi et qu'est-ce qui est réalisable dans le temps que je me donne, tu vois, avec les priorités de vie qui sont les miennes. Ouais. Et là, du coup, d'un seul coup, tu le vis mieux parce que tu suis ta route, en Mm. fait. C'est clair. Il y a une question qu'une de mes amies m'a posée il y a quelques semaines et je trouvais ça intéressant à te poser et aux personnes qui nous écoutent. C'est elle ressemblerait à quoi ta vie idéale? Ah, franchement, j'en suis pas loin. Je pense que vraiment, ma vie idéale, elle se... Franchement, je la trouve déjà idéale, tu vois. Et d'ailleurs, je le prendrais vraiment comme un vrai sujet si je te disais, ah non, elle n'est pas du tout idéale, tu vois. Donc, elle a vraiment la forme de l'idéal. Par contre, j'ai des envies de progression sur certains endroits pour la rendre encore plus, tu vois, l'ajuster encore un peu plus. Donc, effectivement, ça va reprendre ce qu'on se disait sur le business model euh, qui va être un peu plus ajusté à ce que j'ai envie de vivre et surtout ce qui m'inspire. Et je parle ce qui m'inspire businessment parlant, tu vois. Donc, effectivement, sur ce point-là, en le faisant cheminer comme ça, je sens que je vais pouvoir atteindre un niveau d'idéal supérieur. Euh, ouais, ça passerait principalement par là avec la levée de ces autorisations qui sont encore un peu verrouillées à certains endroits pour moi qui parfois vont me prendre de la bande passante et vont être fatigantes. Je pense que là, je pourrais m'approcher peut-être d'un idéal supérieur, mais je crois que l'idéal de demain ne peut pas arriver si tu vis pas déjà ta vie idéale, tu vois. Donc, Mm. je m'attelle déjà à aimer ma vie aujourd'hui pour pouvoir ouvrir la porte de celle de demain, ouais. Mm. Après, il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'impression de subir un peu leur vie et qui s'obligent à faire beaucoup de choses. Donc, c'est dur pour eux d'aimer leur vie actuelle. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire à ces gens-là? Ah, ouais, je sais, donc c'est dur. Je sais que c'est dur. Et tu vois, je veux pas prôner ma paroisse, mais effectivement, si vous en avez la possibilité, faites-vous aider par quelqu'un qui peut ouvrir votre champ des perspectives, parce que en fait, c'est juste une histoire de regard. On dirait pas comme ça. C'est dur, mais c'est vraiment une histoire de regard. Parce que ouais, pour moi, ça part vraiment de là, et c'est difficile des fois tout seul d'ouvrir son regard sur un malaise qu'on peut vivre. Euh, qu'est-ce que je dirais à ces gens-là? J'essaie de me retrouver, moi, 6 ans en arrière, qu'est-ce que j'aurais eu envie de me dire? Ouais, ah, le premier truc qui me vient, tu vois, du coup, c'est rappelez-vous de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable. Et ce que vous n'aimez pas aujourd'hui, vous êtes vraiment capable de pouvoir le faire évoluer. Et ça part vraiment de soi, tu vois. Donc, rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas juste des petites choses fragiles, non, vous êtes capable de faire tellement de choses. Donc, juste s'en rappeler, quoi. Mm. En tout cas, moi, je me le rappelle souvent. J'essaye de me dire, ah, rappelle-toi, Anso, rappelle-toi qui t'es là. Allez. Trop bien. Mais en tout Hein. cas, dans le groupe dans lequel on était, il y en a très peu qui vivaient leur vie idéale, hein. À plein d'égards. Je ne sais pas comment ils ont réajusté du coup et s'ils l'ont fait, parce que c'était un exercice à faire un peu en sous-groupe. Je sais pas si on l'a fait en sous-groupe. Je sais qu'on en a discuté en sous-groupe, mais est-ce que ça a été fait en sous-groupe? Je ne sais plus. Mais c'est vrai que on n'était que deux sur un groupe, on était de 12 personnes. On n'était que deux à dire bah je ne changerai rien de particulier. Alors moi j'ai dit j'aimerais bien avoir un peu plus de ce que j'ai déjà. Donc un peu plus d'argent, un peu plus de temps, un peu plus de voyages, etc.
Donc, et de manière spécifique, comment ça se manifesterait, c'est, bah voilà, on ferait un gros voyage en famille et on serait en business class et pas en éco, quoi, par exemple. Ouais, Quand on irait à Ibiza, et bah, ce serait plus un sujet de prendre un studio où notre fille pourrait avoir sa chambre et avec la terrasse, la kitchenette, etc. à l'intérieur. Donc, voilà, c'est juste d'upgrader. Voilà, d'upgrader ce ouais, qu'on fait déjà. exactement. Ouais. Et d'ailleurs, c'est important, tu vois, d'avoir des niveaux d'idéaux. Parce que sinon, t'as plus rien qui te stimule. Si tout va Ouais. bien, c'est nickel, j'aime tout, bah tu restes et on le sait, s'il n'y a pas de progression, c'est régression. Donc ça finira de toute façon à un moment donné par être chiant. Mm. Donc c'est super, tu vois. Et évidemment, je te rejoins là-dessus. Il y a plein de micro-réglages qui sont possibles. Moi aussi, tu vois, je me dis des fois, ah, j'irais peut-être chercher un niveau de complicité supplémentaire avec mes enfants. J'irais peut-être chercher un niveau d'intimité supplémentaire avec mon mari. Mais ça n'enlève rien au fait que déjà aujourd'hui c'est super. Tu vois, il y a un Mm. peu ce truc-là. Ouais. Et même si factuellement, il y a pour plein de gens ça le serait pas, c'est comment est-ce que je peux poser mon regard dessus pour regarder à quel point c'est à mon Ouais. service. Et je sais que j'ai eu cette discussion avec une de mes clientes qui se reconnaîtra si elle écoute cet épisode. C'est comment savoir quand la nuance entre je veux aller chercher plus et c'est aligné pour moi et je veux aller chercher plus parce que je suis une éternelle insatisfaite. Ouais, c'est une grande question. Je suis pas sûre d'avoir une super réponse là-dessus. Euh, En fait, je pense que tu peux être insatisfait tout en ayant de la gratitude pour ce que tu as. Donc, tu peux avoir de la gratitude pour ce que tu as, mais tu es insatisfait de rester dans ce niveau-là. Et donc, du coup, cette insatisfaction peut te pousser à aller chercher justement les niveaux ou les ajustements, peu importe le mot qu'on emploie. Et donc, du coup, sa question, il me semble que les deux l'option sont pas incompatibles. Je sais pas, qu'est-ce Mm. que t'en penses? Alors moi, ce que je lui ai répondu, c'est que ça dépend de quel espace part ce désir d'avoir plus. Est-ce que tu penses que ça va t'apporter quelque chose que tu n'as pas et dont tu manques? Ou ça va juste te nourrir encore un petit peu plus dans les valeurs les plus hautes que tu as et que tu as envie de nourrir de manière intrinsèque. Et je sais que ça parle beaucoup à mes clientes quand je dis ça dépend de l'espace d'où ça part. Est-ce que ça part d'un espace de manque, je suis pas assez, il me manque ça, d'un espace de vide à combler, ou ça part d'un espace de c'est déjà plein. Et là, on va faire déborder le truc et aller dans l'abondance plus plus, quoi. Ouais. Ouais, et puis après, je suis d'accord avec toi complètement. Ouais, si, je suis d'accord avec toi. Non, j'allais ouvrir un autre tiroir, sinon je le garde fermé, parce que sinon ça va être long. Mais effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi de là où ça part. Ça va vraiment être c'est ce qui va faire aussi, est-ce que je vais y arriver au niveau auquel je veux arriver et comment je vais vivre l'expérience en Oui, chemin. oui, Parce que si ça... Ouais, vas-y. parce que en fait, quand tu pars d'un manque, tu es attaché au résultat. Ouais. Alors que quand c'est du plus plus, bah, que tu l'aies pas, c'est pas grave parce que tu es déjà tellement satisfaite de ce que tu as déjà aujourd'hui, tu es tellement heureuse et épanouie qu'en fait, c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise va pas changer le goût du gâteau, tu vois. Mm. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je valide. Cool. Je valide ce point. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de partager afin de clôturer cet épisode de plus? Peut-être quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, que tu aimerais aborder parce que tu trouves que c'est quand même important à partager à notre audience? Je trouve qu'on a quand même pas mal balayé de sujets. Euh, S'il y a une chose peut-être, du coup, surtout à ton audience, parce que du coup, c'est des femmes quand même que je connais pour l'avoir été moi-même à l'époque, et probablement encore un peu aujourd'hui, c'est de se rappeler que rien n'est immuable, euh, et que effectivement, il y a des fois des trucs un peu pénibles, quoi. On peut vivre des trucs pénibles, ça fait partie de l'expérience humaine. Et que dans ces moments pénibles-là, elles sont probablement en train de vivre les grands enseignements qui leur permettront de pouvoir aller dans une situation qui le sera beaucoup moins demain. Et vraiment, si je reprends mon parcours, c'est vraiment ça que j'ai vécu. C'est effectivement, des fois, c'était pas simple. Effectivement, c'était désagréable. Effectivement, des fois, j'ai eu peur. Effectivement, des fois, comme plein de gens, le boulot, ça n'allait pas du tout. Et vraiment, ce qui me fait tenir maintenant et ce qui m'aide vraiment, c'est quand je regarde tous les moments où c'est arrivé, l'enseignement que j'ai reçu avec, que je ne voyais peut-être pas à ce moment-là, mais surtout quelle opportunité ça m'a permis d'ouvrir derrière.
Ouais, Donc, si vous vivez quelque chose de pénible, c'est que probablement il y a une opportunité qui est juste devant vos yeux et qui n'est pas encore accessible. ouais. Mais elle est là. Je parle souvent de ce genre de choses. Genre, j'ai une de mes amies qui me disait, moi, je préfère me préserver pour l'homme de ma vie et donc de pas du tout aller avec des mecs entre-temps. Et moi, je lui ai dit, et si, en fait, tu t'autorisais à aller vers des mecs que tu trouves intéressants, pas juste des mecs lambda, parce que peut-être que ces mecs-là vont t'aider à devenir la femme idéale pour ton mec idéal, en fait. Et que si tu passes pas par ces expériences de vie, bah, le jour où tu croiseras ton homme idéal, vous allez pas vous reconnaître. Parce que tu seras pas devenue cette femme-là. Vous comptez que s'il faut un des hommes qu'elle perçoit être lambda, Ouais, et peut-être l'homme de sa vie. voilà. Et qu'elle le voit pas parce qu'elle a pas de niveau de conscience pour pouvoir le voir. Ouais. Ouais. Et donc après, je pense qu'il y a beaucoup de confusion entre oui, mais ça veut dire que je dois me taper tous les mecs. Non, en fait, c'est encore une fois de l'espace d'où ça part. C'est est-ce que ce mec est intéressant? Est-ce que tu as envie d'intimité avec lui? Est-ce que tu as envie de partager, de connecter avec lui? C'est de cet espace-là où ça part. Ça part pas de faut que je teste tous les mecs que je rencontre au cas où si ce serait l'homme de ma vie. C'est deux énergies complètement différentes. Ouais, et puis sur quoi on se base pour Ouais, décréter que c'est l'homme de ta vie ou pas, tu vois? ouais, ouais. Comment on saura? Mm. C'est hyper intangible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve que les expériences, même si des fois elles sont, ouais, même si des fois elles sont vraiment désagréables, inconfortables, c'est hyper enrichissant. Et comme tu disais tout à l'heure, ouais, mais comment font les femmes? Parce que toi, ça fait 5 ans, donc du coup, t'as peut-être pas le même niveau de conscience. Bah, c'est l'expérience, c'est les Ouais, emmerdes des expériences. Voilà. ouais. Parce que pendant 5 ans, c'était pas tout rose tous les matins. Ça l'est toujours pas. D'ailleurs, je Mm. peux en témoigner puisque c'est ma hotline vocale. Ça l'est toujours pas. Et des fois, des trucs qui me saoulent. Mais l'expérience, c'est vraiment ça qui permet de pouvoir arriver à d'autres niveaux, peu importe de quel niveau on parle d'ailleurs. Ouais. Donc ouais. Et si je devais peut-être apporter une autre analogie, c'est comme dans les jeux vidéo, parce qu'on parle quand même à des femmes qui ont à peu près notre âge. Bah, dans les jeux vidéo, quand on battait le big boss du monde 1, bah, c'est en ayant peut-être accumulé certaines tricks qu'on a appris dans le monde 1 qu'on va pouvoir battre celui du niveau 2. Parce que à chaque fois qu'on a joué à Mario et que on est mort parce qu'on n'avait pas vu la plante qui s'est de sous terre tout d'un coup apparue, etc. Bah, quand on refait le monde, on sait que là il y a une plante qui va apparaître et donc on va l'esquiver. Donc c'est un peu ça l'analogie, je trouve, de la vie. De en fait la vie t'apprend ce que tu as besoin d'apprendre pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est vrai que, tu sais, peut-être les gens qui peuvent nous écouter là, ils peuvent se dire, ouais, mais ça me parle pas parce que, bon, bah, elles ont leurs expériences, donc elles parlent avec leurs yeux, leur regard d'aujourd'hui. Et je sais que parfois, ça peut saouler certaines de mes amies qui sont pas du tout coach, qui sont accompagnantes, mais pas coach et qui, tu sais, prennent pas au sérieux certaines choses que je peux leur dire et où, tu vois, ça devient limite perçu comme de la positivité toxique. Tu sais, genre, j'ai rencontré un mec, ça s'est pas bien passé, il m'a fait beaucoup de mal et tout. Et quand je me permets de dire, oui, mais tu as vécu aussi de chouettes moments qui étaient vraiment aussi bien que aussi mauvais à certains autres moments. Donc tu souffres à la hauteur où ça a été passionnel en fait, et que bah, d'avoir vécu ça, bah, si tu recroises un mec toxique, comme elle l'appelle, bah, tu sauras le reconnaître par ses comportements. Tu auras des red flags assez tôt dans la relation avant même de tomber amoureuse. Et donc là, c'est vrai que sa réponse a été ouais, ouais, blablabla. Enfin, en gros, tu vois, on n'est pas obligé de toujours trouver du positif dans les événements les plus difficiles. Elle n'avait pas besoin, elle n'avait pas envie de l'entendre en fait à ce moment-là. Ouais, et puis en plus, je pense qu'elle a raison, on n'est pas obligé. Ouais, Ça veut ah pas ouais, dire qu'ils sont pas là, hein, ouais, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé si on n'a pas envie. Et en fait, en vrai, des fois, on n'a pas envie, hein. ouais, Enfin, même c'est toi, clair. même moi, on n'a pas Ouais. envie. Des fois, on a juste envie de se plaindre, Mm. de créer du lien avec ses amis et de se sentir aimé parce que sur ce moment-là, on est un peu triste. Donc, elle a Ouais, raison, on n'est pas obligé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas le bénéfice caché? Si, mais on n'est pas obligé d'aller le chercher, quoi. c'est Moi, je clair. me vois des fois, j'ai pas envie d'aller le chercher. J'ai pas l'espace mental, j'ai envie de me plaindre, dire ça m'énerve, et ça fait du bien, tu vois. On est des humains aussi, donc. Mais je suis d'accord avec toi, et effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup, en tout cas sous cette forme-là.
moi non plus, je crois pas du tout en la positivité absolue. Voilà, je n'y crois pas Mm. du tout. Je crois davantage en la foi et la résilience. Et quelqu'un qui vous dit il faut être positif, faut être positif, faut être positif, probablement que ça va être une des plus grandes sources de souffrance qu'on va rencontrer. Parce que dès qu'il y aura du négatif, on va s'auto-juger, et puis je suis pas assez positive, et puis c'est de ma faute. Et si... Non, pas du tout, en fait. Pour pouvoir avancer, progresser, faut embrasser les deux côtés au même degré tout le temps. Donc, du coup, il y a des contraintes, ça fait chier. Des fois, c'est désagréable, voire très désagréable. Parfois, c'est inconfortable. Parfois, c'est extrêmement dur. Parfois, c'est très douloureux. Ça fait partie. Mais comme tu as l'opposé associé qui est tout le temps disponible si tu as envie de le voir, bah, Ouais, du coup, ça crée une forme de, ouais, de paix, de savoir que quoi qu'il arrive, on a les deux côtés tout le temps. ouais, Mais effectivement, là, quelqu'un qui connaît, qui a jamais été coaché comme ça, qui l'a jamais vu, qui sait pas comment ça fonctionne, il va trouver ça complètement perché comme ouais, discours, je comprends. Et pour autant, quand tu l'as vu une fois sur un truc vraiment qui t'a challengé, je trouve que tu peux plus jamais faire semblant de pas ouais, l'avoir vu, tu vois. ouais. C'est ce que je mettais hier, je crois, dans une de mes stories, c'est quand tu sais, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. Et c'est un peu ça, en fait, pour moi, quand les personnes ne sont pas prêtes à voir les points positifs de leur situation là, qui est compliquée aujourd'hui, c'est qu'elles sont pas prêtes à la dépasser encore. Et c'est OK. Mais du coup, ce que je me dis et ce que je ne dis pas à mes amies quand elles viennent se plaindre à moi, c'est que bah, tant qu'elles sont en train de tourner dans ce schéma-là, dans cette pensée-là, que c'est lui le méchant, que c'est lui le connard, etc., mais en fait, elles peuvent pas aller nourrir leur objectif d'aller trouver l'homme de leur vie parce qu'elles sont encore bloquées à ce niveau-là, en fait. C'est comme si elles n'avaient pas battu le monstre, le big boss du monde 4 et elles peuvent pas aller au monde 5. Donc, Et en plus, ça risque de redoubler ouais, le monde c'est encore et ça. encore et Voilà, c'est encore ça. et encore. Ouais. Et malheureusement, je pense que c'est aussi parfois challenging. Je sais pas si toi tu le vis aussi, mais d'avoir des personnes dans notre entourage qui n'ont pas cette capacité à voir les choses avec les mêmes lunettes que nous et de bah, garder notre langue dans notre poche parce qu'on sait que la personne, elle n'est pas prête à recevoir ce qu'on a à dire, quoi. Ouais, c'est bien sûr que ça arrive, Mm. bien sûr. Bien sûr que ça arrive. Alors, j'ai l'impression avec le temps que j'ai une meilleure faculté de faire un off. Mais par contre, si je fais off, comme ça, je sais que je porte pas trop d'attention là-dessus. En général, je m'extrais un peu de la conversation. Ouais, C'est douloureux pour moi de voir quelqu'un vraiment qui nourrit une forme de douleur. Euh, et de la laisser faire. Alors, la laisser faire, tout est relatif avec le laisser faire, mais de laisser dire des choses qui pourraient être vraiment apaisées. Mais ouais, parce que c'est pas ma vision des choses. Et je comprends aussi que parfois, je me rappelle que qui je suis pour savoir mieux qu'elle ce qu'elle a besoin de vivre ouais. pour pouvoir elle aussi aller passer un prochain chapitre de vie et que probablement ben peut-être que Mm. ça lui convient, tu vois, de vivre comme ça sous une forme ou sous une autre. Donc c'est pas facile, surtout pour les gens que t'aimes, tu vois, les Ouais, connaissances encore ça passe, les gens que t'aimes c'est un petit peu plus compliqué, mais ouais. tu sais, j'ai une règle, si les gens ne te demandent pas ton avis, tu te tais, tu vois, comme ça, au Bah, moins moi, on prend pas de risque. je trouve que avec les gens qu'on aime, ça peut être challenging dans le sens où, bah, comme d'ailleurs toutes les deux, c'est un peu ça. En fait, on s'est ouvert la porte pour se dire les choses. Et on a dit, on se dit les choses et on prend notre responsabilité à trier ce qu'on n'a pas envie d'entendre au moment T. Et on s'informe. On dit, bon, bah voilà, je vais peut-être te dire des trucs voilà, que tu n'as pas envie d'entendre. Donc, je te fais confiance. Tu continues d'écouter si tu as envie de faire le tri. Si t'es pas prête, bon, t'écoutes pas celui-là, etc. Tu gardes pour plus tard. Mais c'est vrai que bah, j'ai d'autres amis qui me disent, bah, je suis prête à tout entendre et je fais le tri. Mais quand je leur dis, bah, elles veulent pas, tu vois. Mais moi, après, ma perception, mais j'ai l'impression que de toute façon, tu co-crées toujours ce qui est juste et aligné pour toi. Donc, comme moi, c'est juste pour moi de dire ce que je pense, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que moi. Donc, tenir ma langue, c'est un peu compliqué quand je vois certaines choses qui sont flagrantes. Et je co-crée la distance par rapport à certains sujets. C'est-à-dire que j'ai des copines qui vont plus du tout me confier certaines choses parce qu'elles se disent, ouais, j'ai pas envie d'entendre ce que Julie, elle va me dire, parce que je sais déjà ce qu'elle va me dire. Et du coup, je co-crée les conversations qui, moi, m'intéressent le plus, où elles sont plus prêtes à recevoir, notamment le business, par exemple, sont plus prêtes à recevoir pour le business, moins pour le perso.
Si elles ont envie de pleurnicher pour le perso, elles savent qu'il y a des cases où ça va être compliqué de pleurnicher parce qu'il y a un moment donné, moi, je peux plus écouter. Tu vois, c'est genre au bout d'un moment, ouais, ça, c'est too much pour moi. Et donc là, elles vont plutôt se confier à d'autres de leurs amis. Et je sais qu'un jour, j'ai une de mes amies qui m'a dit, bah, tu vois, moi, quand je vis ça, je viens plus t'en parler parce que je me sens mal avec tes réponses. Bah, ok, bah, très bien. Mais tu sais que si tu veux me parler d'autre chose, t'es la bienvenue. Voilà. Ah ouais, je pense qu'effectivement, c'est si l'intention c'est de préserver le lien, c'est probablement la voie la plus sage. Ouais. Bah De ouais, parce faire que comme ça. parfois tu veux te taire pour préserver le lien, mais tu co-crées une cassure sans t'en rendre compte en fait. Parce que t'es là, tu dis pas les choses, donc l'autre personne, elle se dit putain, mais elle dit rien. Tu vois, elle dit rien, elle a pas les mots, ou quand elle me dit des choses, c'est pas du tout les bons mots que j'attendais. Et de toute façon, tu co-crées toujours hein, ce que tu veux éviter. Donc, Ouais, et puis tu sais, des fois, il y a juste des phrases simples, hein. Moi, j'ai mes phrases un peu répertoire, tu vois. Donc, si je suis pas d'accord sur un truc, mais que je sens qu'il n'y a pas la conversation qui est disponible, je dis juste non, je suis juste, je souscris pas à ça, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, ou je ouais. vois pas les choses de la même manière. En fait, je me rends compte que les gens, ça leur pousse à se demander, ah bon, mais comment tu penses, toi? Et alors, parce que qu'est-ce que tu vois que je ne vois pas? Et après, ça passe pas. Mais je Mm. crois qu'avec le temps, j'ai commencé à je trouve que mon entourage s'est modulé et il y a des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés et ça ressemble davantage à un entourage dans lequel chacun a une place et je sais il y a des conversations qu'on peut avoir plus profondément avec certains, d'autres moins et du coup, bah, je prends plus les conversations simples, tu vois, celles qui viennent et qui ramènent parfois un peu de légèreté et franchement, des fois, ça me fait aussi beaucoup de bien, tu vois. Yes. Voilà, on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager avant qu'on clôture? Encore? Attends, tu m'as déjà demandé ça tout à l'heure. Est-ce Ouais, que j'ai mais un du coup, dernier c'était mot pas à un mot, c'était un partager? concept que tu nous as C'est partagé. vrai. Ouais, désolée. Je sais pas faire des phrases courtes. Euh, un mot Ouais, un que mot, peut-être j'aimerais. une citation ou un livre, ou un conseil. On va pas partir sur le conseil. Non, t'es en train de demander à mon Ouais. cerveau Parce de que, simplifier un truc là. alors, du coup, on peut repartir sur ce que tu nous as dit. On était parti dans une conversation, mais ce que tu nous as dit quand je t'ai posé la question tout à l'heure, c'était, Ah ouais. en gros, bah, si vous êtes dans une période difficile, Mm. rappelez-vous de qui vous êtes. Ouais, bah en fait, ça vient rejoindre ce que j'allais te dire, qui est je me dis, les pauvres qui me découvrent elles vont se dire, celle-là est complètement à côté de ses pompes. Je pense que vraiment la solution à vraiment beaucoup des challenges qu'on vit dans notre vie, c'est de s'aimer. Hmm. Si vous apprenez à vous aimer, bah, il y a plein de choses qui, par effet domino, par effet de système, se mettent en place sans qu'il y ait besoin de fournir beaucoup d'efforts. Et donc, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure de rappelez-vous qui vous êtes, quoi. Ouais. Rappelez-vous qui vous êtes et après, apprenez vraiment sincèrement à vous aimer. Et c'est un chemin. Moi, je trouve que je suis pas du tout encore arrivée au bout, mais que j'ai vraiment beaucoup progressé. Ça change vraiment une vie. Ça change vraiment une vie. En Voilà. même temps, est-ce qu'on y arrive au bout un jour? Je suis pas sûre. C'est la quête d'une Non, vie entière, hein. bah parce que si on y arrivait tôt, après, qu'est-ce qu'on fait? C'est long. Faut Bah ouais. attendre que la vie passe. C'est la quête d'une vie, mais c'est probablement la quête de la vie. Hmm. Mm. Ok, merci Anso pour ce Merci. partage. Je mettrai tous les liens pour retrouver Anne-Sophie sur ses canaux de conversation avec lesquels vous pouvez la contacter, sur lesquels vous pouvez la contacter dans la description de cet épisode. C'était Anne-Sophie sur le podcast Au-delà du succès avec moi, votre hôte Julie. Et je vous retrouve pour un nouvel épisode tout bientôt.